22 heures, Madame, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, voici les titres de cette édition. Le 19e sommet de l'initiative Corne de l'Afrique booste la convergence numérique et les investissements à Bruxelles. Le sommet des PME arabes de cette année s'est clôturé à Marrakech, au Maroc, sous le thème de la résilience à la prospérité. Et la Somalie a obtenu un accord d'allègement de sa dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux, selon le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le 19e sommet ministériel de l'initiative pour la Corne de l'Afrique à Bruxelles a été marqué par des discussions cruciales sur la convergence des politiques numériques régionales et l'attraction d'investissements. Les ministres des Finances de Djibouti, d'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud, ainsi que le représentant de l'Érythrée, ont participé à cette rencontre coprésidée par Ahmed Shide, ministre des Finances de l'Éthiopie, et le vice-président de la Commission européenne. Ont accompagné le ministre des Finances, Ilyas Moussa Douali, son secrétaire général, ses proches collaborateurs et l'ambassadeur de Djibouti à Bruxelles, Adel Mohamed El-Etta. Les échanges ont souligné l'importance de consolider les politiques numériques régionales en mettant particulièrement l'accent sur la connectivité, une table ronde avec des représentants du secteur privé, des institutions de financement du développement européennes, dont la Banque européenne d'investissement et l'IFC, a suivi pour discuter des sources de financement complémentaires. Une annonce majeure a marqué la réunion avec l'adhésion officielle du Royaume-Uni à l'ICA. Les ministres ont salué cette adhésion et ont exprimé leur intention donc de renforcer davantage le soutien régional en continuant le dialogue avec les Pays-Bas, la France et les pays du Conseil de coopération du Golfe. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances, M. Ilyas Moussa Douali. Autre information, la journée d'hier restera gravée dans les annales des relations franco-djiboutiennes. La ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre des Armées ont été chaleureusement reçus par le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahamoud Ali Youssouf, lors d'une visite de travail à Djibouti. Les discussions se sont déroulées en présence du ministre de la Défense, Hassan Omar, face aux défis stratégiques et sécuritaires contemporains. Les deux délégations ont exprimé leur volonté commune de poursuivre les efforts. Les discussions ont été axées sur la nécessité d'un accord mutuellement bénéfique, modernisé et adapté aux exigences d'un partenariat stratégique efficace entre Djibouti et la France. Et par la suite, le ministre djiboutien de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a accueilli avec les honneurs militaires la délégation ministérielle française, conduite par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des discussions bilatérales avait pour objectif de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et la France. Eh bien, le ministre de la Défense a accueilli avec les honneurs militaires la délégation ministérielle française conduite par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des discussions bilatérales et l'imposant cérémonial des honneurs militaires a symbolisé le lancement officiel d'une série de rencontres stratégiques visant à renforcer et approfondir la coopération en matière de défense entre Djibouti et la France. Le rituel des honneurs militaires a débuté par la présentation des troupes en formation impeccable, démontrant la discipline et la rigueur des forces armées djiboutiennes. La musique militaire a retenti, ajoutant une dimension solennelle à la cérémonie, tandis que le drapeau national flottait fièrement dans le vent, symbolisant l'unité et la souveraineté de Djibouti.
Lors d'une réunion, le ministre de la Défense a souligné l'importance de cette rencontre historique et a déclaré: nous sommes ravis d'accueillir nos homologues français dans le cadre de ces discussions cruciales. Cela témoigne, a-t-il dit, de l'engagement mutuel à renforcer notre partenariat stratégique dans un monde en constante évolution. Les discussions ont également abordé des questions de coopération au développement et d'investissement, réaffirmant l'engagement des deux pays pour un partenariat renouvelé et renforcé. La visite de la délégation française en terre djiboutienne s'inscrit dans la continuité des relations privilégiées et durables entre les deux nations. Et je vous emmène en Suisse à présent, où le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a pris part à la deuxième édition du Forum mondial sur les réfugiés qui s'est clôturé aujourd'hui à Genève, réunissant des leaders mondiaux, des organisations humanitaires et des représentants de la société civile. Le ministre était accompagné par le secrétaire exécutif de l'ONARS et de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti auprès de la Suisse. Objectif, aborder les défis croissants liés à la crise des réfugiés à l'échelle mondiale. Les discussions ont mis en lumière l'urgence d'une action collective pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés, notamment l'accès à l'éducation, à la santé et à des opportunités économiques durables. Des appels ont été lancés en faveur d'une meilleure coopération internationale pour assurer la protection des droits des réfugiés et leur intégration harmonieuse dans les sociétés d'accueil. Des engagements concrets ont été pris, notamment des promesses de financement accrues pour les programmes d'aide aux réfugiés et des initiatives visant à renforcer la coopération entre les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé. Écoutons un extrait du discours du ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, lors de ce forum. Ce second forum sur les réfugiés nous donne l'occasion de faire un premier bilan sur les progrès importants réalisés par nos États en vue de la mise en œuvre des engagements et des promesses annoncées lors du premier forum en 2019. À cet égard, la République de Djibouti salue les efforts consentis par les États et autres parties prenantes dans le cadre des engagements souscrits en vue de la réalisation des objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés, à savoir un meilleur partage de la responsabilité et de la charge liée à la protection et à l'inclusion des réfugiés. En effet, cette responsabilité partagée nécessite de renforcer les partenariats, notamment avec les acteurs de développement international, en vue de compléter l'assistance humanitaire et alléger l'impact sur le développement économique et social des pays hôtes. Lors du premier forum mondial en 2019, le gouvernement de Djibouti avait pris des engagements très ambitieux envers les réfugiés, lesquels ont été honorés en majorité. En effet, Djibouti a pleinement honoré certains de ses engagements tels que l'intégration des réfugiés dans le plan national de développement dans le cadre de la vision Djibouti 2035, l'offre de soins de santé de qualité à tous les réfugiés, l'engagement d'intégrer les jeunes réfugiés dans la formation professionnelle en vue d'une meilleure insertion dans le tissu économique. Malheureusement, certains engagements importants tels que l'intégration graduelle des enseignants réfugiés dans le budget national, ainsi que celui d'inclure progressivement un tiers des réfugiés estimés vulnérables dans le programme national de sécurité sociale afin d'assurer le soin de troisième niveau qui pèse actuellement lourd sur le budget national, n'ont pas pu être réalisés pleinement à cause du manque de financement de la part des partenaires internationaux. C'est pourquoi nous sommes convaincus que la réalisation de nos engagements reste tributaire de la coopération et de la solidarité internationale dans le sens d'une meilleure répartition des charges et des responsabilités. Mesdames et messieurs, en tenant compte de ce bilan, la République de Djibouti a jugé raisonnable d'achever avec l'aide de ses partenaires les engagements pris en 2019 plutôt que de prendre de nouveaux engagements. Dans un monde en perpétuelle crise, nous comptons nous investir dans les initiatives durables et pérennes, telles que les plaidoyers pour des solutions politiques face aux conflits et instabilités que subissent les pays concernés. Nous sommes persuadés qu'aucune solution durable aux solutions des réfugiés ne sera trouvée sans une solution aux causes profondes des déplacés forcés. Je ne saurais clore mon propos sans me référer à la déclaration du commissaire général de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, M. Philippe Lazzarini, et la situation humanitaire catastrophique qu'il a bien voulu partager hier. Il est donc primordial que le droit international humanitaire s'applique aux Palestiniens
qui vivent un enfer sur terre et que la protection internationale soit également garantie aux Palestiniens. Dans l'actualité également, le sommet des PME arabes de cette année à Marrakech s'est clôturé hier au Palais des Congrès, marquant la fin de 3 jours d'intenses discussions et de rencontres sous le thème de la résilience à la prospérité. L'événement, placé sous le patronage du gouvernement marocain et avec le soutien du roi du Maroc, a réuni une délégation de 3000 participants, allant des entrepreneurs aux investisseurs, des politiciens aux journalistes, célébré comme le plus grand rassemblement des PME dans la région arabe. Eh bien, cette édition fait suite au succès du premier sommet en Jordanie l'année précédente. L'objectif central du sommet était de créer une plateforme annuelle pour autonomiser les PME dans la région arabe et au-delà, alignée sur les objectifs de développement durable régionaux. La clôture a été marquée par la participation de la délégation djiboutienne, conduite par la secrétaire d'État aux investissements, Mme Safia Mohamed Ali, accompagnée du chef du cabinet du ministre de l'économie et des finances, du directeur général du fonds de garantie, du directeur du centre de leadership et de l'entrepreneuriat, ainsi que de nombreuses entreprises et start-up du pays. La délégation djiboutienne a joué un rôle clé dans les discussions. Écoutez donc le mot du directeur général du fonds de garantie. L'entrepreneuriat dans la région arabe en renforçant les partenariats et en élargissant les opportunités. Juste pour information, on s'est rendu compte que seulement 1,5% des échanges sont concernés par les pays arabes, alors qu'avec les pays européens et américains, 80% des échanges. Alors que ces mêmes matériels ou ce même partage d'expérience passe par les pays européens et les Américains, alors que nous, on n'a aucun partage d'expérience entre les pays arabes. Maintenant, pour revenir au fonds de garantie de Djibouti, qui est venu pour soutenir nos jeunes entrepreneurs et partager les expériences, nous avons, sur une année glissante, multiplié par 4 nos garanties. Le fonds de garantie de Djibouti, le FOGAD, a pu injecter dans l'économie l'équivalent de 700 millions de francs Djibouti. Et pour l'exercice 2024, nous allons signer une convention de partenariat avec la finance islamique et nous allons aussi démarrer les activités de logement abordable. En effet, le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, à travers sa ministre, son Excellence, Madame Amina Abdi Adan, ont mis en place une nouvelle fenêtre au niveau du FOGAD à hauteur de pratiquement, avec l'effet multiplicateur de 6 milliards de francs Djibouti pour le revenu modeste, comprise entre 70 000 et 270 000. Et cela va concerner pratiquement 2700 logements pour les 5 prochaines années. En Côte d'Ivoire, une délégation parlementaire djiboutienne prend part aux travaux de la 80e session du comité exécutif de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, dont les travaux se sont ouverts lundi à Abidjan. La délégation djiboutienne prenant part à ces 2 sessions est composée du deuxième vice-président du Parlement et des membres de l'UPA, en l'occurrence Madame Nouré Ouabri et Madame Choukri Aynan, ainsi que Monsieur Omar Ouabri Malo et Mohamed Moussa Oussa et Abdou Sikié Deri. Les 2 vice-présidents ont passé en revue les relations bilatérales et exprimé leur satisfaction à l'égard du niveau de ces relations, estimant nécessaire de doubler d'efforts afin de les promouvoir. Cette 80e session sera suivie par la tenue à Abidjan de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, au cours de laquelle les débats seront axés sur la lutte contre l'insécurité et le terrorisme, facteurs d'instabilité politique et de récession d'une part, et sur le développement du commerce intra-africain en vue de la mise en œuvre effective de l'agenda de l'intégration régionale africaine d'autre part. Direction Riyad, où hier, la présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption de Djibouti, Badria Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est entretenue avec son homologue saoudien lors d'une rencontre qui a donné donc ses fruits. Cette réunion a été marquée par une cordialité exceptionnelle avec la participation du président de l'autorité du contrôle de la lutte contre la corruption du Royaume d'Arabie Saoudite. Il convient de noter que l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a
pris part donc à la réunion. Les discussions ont été axées sur la coopération entre les deux organes de lutte contre la corruption, en mettant en avant l'importance du partage d'expériences et d'informations. Les représentants des deux nations ont souligné l'impératif de renforcer la collaboration bilatérale dans le domaine crucial de la prévention et de la lutte contre la corruption. L'émission phare de la RTD Jeep Talent se poursuit sans relâche. Hier soir, 8 candidats mixtes étaient en compétition pour la sélection de 2 voix exceptionnelles dans le cadre de la 9e phase de cette télé-réalité captivante, suivie avec passion par le public de la capitale, des régions de l'intérieur et de la diaspora djiboutienne via la chaîne 4 et nos réseaux sociaux. Après une sélection ardue, les 8 candidats représentant la capitale et les 5 régions de l'intérieur ont été départagés par le jury et les votes du public par SMS. Et le président du jury a été l'artiste Aïdalus en supervisé cette sélection comme à l'accoutumée. Lors de cette 5e soirée de sélection, 2 voix ont été choisies, Absan Hassan Idle et de la région d'Ali Sebiye et Noureddin Ali Ibrahim de la région de Tadjoura. Je propose de suivre ensemble l'ambiance et les moments forts de cette 5e soirée. Et toujours donc dans le cadre du concours Jeep Talent, produit et organisé par la radio-télévision de Djibouti, en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, les habitants de la capitale dans les 3 communes ainsi que les centres de développement communautaire des 5 régions de l'intérieur ont suivi en direct la 5e soirée des 16e de finale de ce concours. Certains foyers ont suivi également l'émission depuis chez eux. Les équipes de la radio-télévision de Djibouti ont couvert certains CDC de la capitale et des régions, remarquant la présence assidue de nombreux jeunes, amis et membres de familles des 8 jeunes en lice. Ne voulant pas manquer le spectacle de la soirée, ce show télévisé s'érige en véritable sanctuaire pour la jeunesse djiboutienne, désireuse de mettre en avant et en valeur son art, notamment sa voix mélodieuse. Depuis le début de cette initiative, la RTD, source d'inspiration pour la jeunesse de Djibouti, captive le grand public chaque jeudi soir avec les mélodies de ces jeunes venus de la capitale et des régions de l'intérieur pour démontrer leur talent et leur potentiel en matière d'interprétation musicale. La 8e promotion du stage international de directeur d'enquête et la 9e promotion du stage de techniciens en identification criminelle ont clôturé mercredi leurs stages respectifs lors d'une cérémonie riche en couleurs, co-présidée par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et le représentant du procureur général, Ibrahim Hussein Ouaes. L'événement, qui s'est déroulé à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, a été marqué par la présence du préfet d'Arta, le représentant de la garde-côte, le représentant du directeur général de la police nationale, l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, l'attaché militaire de l'ambassade de l'Éthiopie, ainsi que plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. En effet, ces 2 stages ont réuni un total de 25 stagiaires, dont 14 pour le stage directeur d'enquête et 11 pour celui d'éthique, qui sont issus de 12 pays dans la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Burundi, Madagascar, Comores, Togo, Cameroun, la Guinée-Conakry et Djibouti. Et à l'issue de la cérémonie, les stagiaires de ces 2 promotions ont reçu des mains des officiels leur diplôme, ainsi que l'insigne marquant leur réussite pour les stages.
شغل اسكتوا بلا وكان شو دعاء السنة وكان شو شرعيكو كتجي دستور النظام سنة وكان شو دعاء السنة وكان شو دعاء سنة وبالغ دولة يا تكن وناك سنة هل يا دافع قد تدوي غنيو كاشان قدير السنة وبالغ دولة يا تكن وناك سنة هل يا دافع قد تدوي غنيو كاشان قدير السنة Écoutons respectivement les interventions du commissaire principal de la police de la Guinée-Conakry, Al-Hassan Mang Sila, suivi de celle du commissaire de police adjoint de la République démocratique du Congo, Ndaya Kancha Lisa. Les 14 stagiaires, dont une femme, sont venus de différents pays de notre cher et beau continent africain, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la République démocratique du Congo, le Tchad, la Mauritanie, le Cameroun, le Madagascar ainsi que la République de Djibouti, pays hôte, pour participer à ce stage de formation de directeur d'enquête tenu du 12 novembre au 14 décembre 2023 à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire EI3PJ. Vous conviendrez avec moi que tous ces acquis au progrès ont été rendus possibles grâce à la volonté manifeste de la politique de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, chef de l'État, chef suprême des armées, qui n'a ménagé aucun effort pour l'installation de ce complexe à dimension internationale. Je veux bien sûr parler de l'EI3PJ sur la terre bénie de Djibouti, afin de contribuer à la formation des élites africaines en matière de police judiciaire. Ainsi, permettez-moi, mesdames et messieurs, chers invités, d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, chef de l'État, chef suprême des armées. Mes remerciements vont également à l'endroit de M. le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie de Djibouti. La 9e promotion TIC a l'honneur de regrouper 11 stagiaires venus de 6 pays amis, dont je cite la République démocratique du Congo, Cameroun, Togo, Tchad, Comores, Éthiopie et enfin Djibouti, pays hôte. Cette formation de haute qualité nous a permis d'approfondir nos connaissances dans le domaine de la police technique et scientifique. Voici à présent l'intervention du commandant de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Toujours un réel plaisir et une joie immense de vous accueillir ici, dans ce centre de conférence, pour célébrer cette cérémonie de fin de 2 stages de la 8e promotion de directeur d'enquête et la 9e promotion de directeur de technicien en identification criminelle. Depuis quelques années, le 2E et les TIC évoluent ensemble et sont pratiquement complémentaires lors d'une enquête judiciaire complexe et démesurée. Compte tenu des mutations, des menaces qui secouent le monde, ces centres d'excellence régionales et spécialisés en police judiciaire et en criminalistique a l'entière obligation de former et de perfectionner les commissaires, les inspecteurs de police et les officiers de police judiciaire des forces d'application des lois. Je voudrais ici dire, pour le 2E,
N'oubliez pas que dorénavant, vous êtes des directeurs d'enquête et que dorénavant, les enquêtes qui vous seront confiées par votre hiérarchie supérieure, vous serez au gouvernail de votre enquête contre toutes sortes de menaces. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie, je voudrais ici placer quelques remerciements. De prime abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président en exercice de l'IGAD. À travers son initiative stratégique de créer les I3PJ. Et aujourd'hui, la République de Djibouti rayonne à promouvoir la paix et la stabilité en Afrique. Écoutons à présent un extrait du discours du substitut du procureur général. Plaisir d'assister ce matin avec vous à la cérémonie de clôture de 2 stages. L'école de l'EI3PJ a accueilli simultanément la 8e promotion des stages de directeur d'enquête qui a duré du 12 novembre au 14 décembre et la 9e promotion de celui des techniciens d'identification criminelle, communément appelé TIC, qui a duré du 23 octobre au 14 décembre 2023. Je voudrais tout d'abord vous rappeler qu'aujourd'hui, nous nous trouvons au sein de l'EI3PJ. C'est le temple de la police judiciaire. Aujourd'hui, par excellence, ce centre a eu l'habilité et l'intelligence d'avoir été créé par le chef d'État, M. Ismaël Omar Guelleh, avec l'appui du colonel Zakaria, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce centre devienne celui de l'excellence et de la connaissance en matière juridique. La formation dont vous avez bénéficié à la fin, aux enquêteurs, tant que le TIC que le directeur d'enquête, vous avez mis en exercice, en situation d'un témoignage devant la justice qui a été fait par l'un de nos collègues qui vous avait fait partager de son expérience. C'était une situation qui se rapprochait de la vérité, que vous allez rencontrer et que vous allez mettre en exergue tout ce que vous avez acquis durant cette formation. Bien entendu, après avoir fait toutes les phases de l'enquête, la constatation, l'investigation, l'interpellation et les auditions, il faudrait souligner que le TIC, communément appelé, est la pierre angulaire de ce qui nous est produit comme preuve devant les cours et tribunaux. Les directeurs d'enquête, tant qu'à vous, vous êtes le garant de la régularité de la procédure et de respecter scrupuleusement à ce que tout soit fait dans la règle de l'art en matière judiciaire. D'ailleurs, je voudrais rappeler à ce que ce temple de la police judiciaire a eu l'occasion de pouvoir former, comme disait tout à l'heure le directeur de l'école, le colonel Kayad, plus de 600 personnes. C'est immense par rapport à tous ces gens qui ont pu bénéficier dans un peu de temps, moins de 5 ans. À la une également, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ont célébré donc l'ouverture du premier bureau d'une agence de l'ONU à Dikil, située à 12 km donc, de la frontière éthiopienne. Ceci marque une avancée significative dans la réponse aux défis et le développement des opportunités liées aux migrations dans les régions du sud du pays. L'inauguration a vu la participation du préfet de la ville. Les partenaires locaux et les agences des Nations Unies se sont réunis pour cette inauguration. L'OIM soutient le gouvernement depuis 2009 en maintenant une présence opérationnelle dans tout le pays, notamment avec les bureaux de Djibouti-Ville et de Bok. Eh bien, la nécessité d'une présence renforcée dans le sud a été identifiée en coordination avec le gouvernement et un autre bureau sera bientôt ouvert à Ali Sabi.
En 2022, de nombreux migrants sont restés pendant de longues périodes à Dikil en raison de leurs ressources limitées, vivant donc à l'extérieur et exposés à des risques de protection élevés. La stratégie globale de l'OIM du Djibouti dans les régions du Sud consiste à sauver des vies, à renforcer la résilience et à offrir des solutions durables aux vulnérabilités des migrants et des communautés hôtes. Dirais-je plutôt bleu, couleur des Nations Unies. En effet, bien que les Nations Unies, à travers les nombreux programmes et activités mises en œuvre, sont très présents et actifs dans toutes les régions du pays, au nord comme au sud, il s'agit du premier bureau de l'ONU basé au sein de la région de Diril, comme il a déjà été mentionné. Cette réalisation est possible grâce à l'excellente coopération que nous témoigne le gouvernement de Djibouti et les autorités locales que je remercie vivement. Monsieur le préfet, à travers OIM, vous comprendrez que c'est tout le système des Nations Unies qui est représenté désormais à Dikil. Je me réjouis tous de votre présence ici, au nom de Madame la chef de mission empêchée, pour vous souhaiter tous la bienvenue à cette cérémonie et vous témoigner notre reconnaissance, notre gratitude pour la disponibilité dont vous avez fait montre à l'occasion de l'inauguration de ce bureau. Je voudrais également remercier le gouvernement de la République de Djibouti pour sa fructueuse collaboration depuis 2009, depuis l'installation de l'OIM en République de Djibouti. Écoutons à présent un extrait du préfet de la ville de Dikil. Pour moi, de présider aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du bureau de l'OIM dans la région de l'Unité. L'ouverture de ces bureaux dans la région de Dikil marque une étape majeure dans le renforcement de notre coopération avec l'OIM et témoigne également de notre engagement envers les questions cruciales liées à l'immigration. L'accueil de l'OIM dans notre région reflète notre volonté commune de relever les défis complexes liés à la problématique de l'immigration illégale. La région de Dikil, en tant que carrefour dynamique, se positionne au cœur des efforts visant à faciliter une immigration ordonnée et sécurisée. La présence de ces bureaux renforcera le rôle essentiel de l'OIM dans la gestion des mouvements migratoires, améliorant nos capacités à traiter les enjeux locaux et contribuant à des solutions globales. J'exprime ma gratitude à la représentante de l'OIM à Djibouti d'avoir choisi Dikil comme lieu d'établissement de ces bureaux. Nous encourageons également les autres instances des Nations Unies à décentraliser davantage leurs activités dans notre région. Saluons le dévouement et le courage du personnel de l'OIM qui travaille sans relâche pour faciliter une immigration humaine, digne et respectueuse des droits humains. Nous sommes impatients de travailler main dans la main pour faire de notre région un exemple de bonne gestion des flux migratoires. Que cette inauguration marque le début d'une collaboration fructueuse, fondée sur la compréhension mutuelle et le respect des droits des uns et des autres. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence à cette cérémonie d'inauguration du bureau régional de l'OIM à Dikil. Et dans l'actualité régionale, la Somalie a officiellement terminé ses dettes contractées il y a plus de 60 ans. Après de longues négociations financières, les 5 milliards de dollars, dont 2 milliards ont été effacés par les créanciers internationaux suite à de longs efforts du gouvernement somalien sur une période de plus de 10 ans. Cela vise à rétablir la crédibilité financière du pays. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, au pouvoir depuis 2012, a souligné la nécessité pour le pays de ne pas retomber dans le piège de l'endettement. Il a également insisté sur le fait que la Somalie ne chercherait pas à contracter de nouvelles dettes sans en tenir compte. Et c'est tout pour cette édition de la soirée. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.